En 2021, Hélène a fait la grasse matinée. Elle arrive dans la cuisine, les yeux bouffis, la joue marquée par l'oreiller. « Tu as déjà déjeuné ?» demande-t-elle à sa mère. « Oui, mais je veux bien boire une tasse de café pour t'accompagner. »« Non, j'ai pas très faim encore. Qu'est-ce qu'on mange à midi ?» Chipolata et stump carotte poireau, stump étant une purée de légumes. Miam! Je vais me préparer un café, tu en veux un? Oui, merci ma puce. L'adolescente s'active près de la machine à espresso. Ça va avec Paul? Demande-t-elle. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Hélène fait référence au compagnon de sa mère qui vit dans la banlieue bruxelloise. Oui, il est à l'étranger pour le boulot. Ah, ok. Les boissons préparées, toutes deux touillent leur café en silence. Hélène, repensant à l'échéance du lendemain pour donner le titre qu'elle a choisi pour son TFE, questionne sa mère. « Pourquoi appelle-t-on ce couvent Pauvre Claire ?» C'était des Clarisses. Elles suivaient la règle de Sainte-Claire. Mais pour le reste, je ne sais pas trop. « Tu crois que je trouverai suffisamment d'infos sur ce couvent ?» s'inquiète la jeune fille. « Je ne sais pas, mais c'est un sujet intéressant. Je sais que c'est un bâtiment classé. Il est très très ancien, il date de 1501. » Eh ben, oui, tu imagines, plus de 500 ans que ce bâtiment est debout. Et avant, ce couvent était énorme, car il allait de la rue de Laken au boulevard Émile Jacquemin. Ok. Il était grand, mais apparemment, il n'avait rien de la splendeur des riches clercs. D'ailleurs, le vitrail que tu vois là a été restauré à l'identique. Marion s'est levée et est allée se poster devant la grande fenêtre de la cuisine qui donne sur le jardin du couvent. Comme sa fille la rejoint, elle pointe le vitrail que l'on aperçoit à travers les fenêtres de l'aile d'en face. Comme tu vois, ajoute-t-elle, ce n'est pas un vitrail comme en ont la plupart des églises, il est sobre, plutôt simple. Oui, c'est vrai. Quand est-ce qu'on mange ? Demande l'ado sans transition. Dans une bonne demi-heure, répond Marion, qui regarde sa fille quitter la pièce alors qu'elle aurait voulu préciser que le vitrail a été restauré en 2003 par l'artiste verrier Jean-Marc Gdalevitch, histoire de mettre en lumière l'espace d'un instant l'artisan. Le repas étant prêt, Marion rappelle sa fille. « Amandine ne venait pas aujourd'hui ?» demande celle-ci. « Non, elle mange chez sa copine Juliette ce midi. » Enthousiaste à l'idée d'avoir toute l'attention de sa mère, elle lui partage ses découvertes. « J'ai trouvé plus de renseignements concernant les riches clercs. Au départ, c'était un couvent qui abritait les frères de la vie commune. Puis, au XVIe siècle, les riches clercs s'y sont installés après avoir dû déménager de la porte de Halle, où leur couvent avait été démoli pour renforcer les défenses de la ville. Et tu sais pourquoi on les appelait comme ça ? Oui, parce qu'elles sont issues de l'ordre des Clarisses, comme tu le disais tout à l'heure, fondé par Sainte Claire d'Assise au XIIIe siècle. Contrairement aux pauvres clercs, elles pouvaient posséder des biens en commun. Juste, je me souviens d'avoir lu cette info. C'est d'ailleurs le pape Urbain qui leur a donné cette autorisation. Du coup, on les appelle également urbanistes. « Tu veux encore un peu de stump ?» demande Marion, la cuillère de service à la main. « Non merci, j'ai assez », lui répond sa fille qui profite de l'interruption pour boire une gorgée de soda. Elle enchaîne. « Je sais aussi quel habit elle portait. Un costume gris cendré avec une ceinture de corde à laquelle pendait un chapelet. Et comme activité, elle confectionnait des vêtements pour les pauvres du quartier et en temps de guerre de la charpie pour les soldats blessés. » C'est quoi encore la charpie ? Je me souviens de l'expression « mettre en charpie », mais... Je me suis posé la même question, répond Hélène, fière de ses recherches. Elle déchirait de vieux linges pour en faire des pansements. Puis elle poursuit sur sa lancée. Elle distribuait du pain, de la bière et de la tisane faite d'eau, d'orge et de vin aux malades de la maison des pauvres de Saint-Géry. Ah oui ? C'est intéressant. Tiens, au fait, à propos d'habits,
J'ai trouvé pourquoi la Béguine que nous avons vue à Bruges ressemblait à une nonnette, dit Marion en riant. C'en était une. Le béguinage de Bruges est habité depuis 1927 par une communauté moniale bénédictine. Ah ok. Et concernant les pauvres clercs, poursuit Hélène, le couvent a commencé à être construit en 1492 et en 1502, les sœurs Grises ont adopté l'ordre des pauvres Clarisses en faisant venir 5 religieuses du couvent de Gand pour leur enseigner la règle. Elles n'avaient ni revenus ni biens immeubles, ne mangeaient jamais de viande, jeûnaient toute l'année, allaient pieds nus hiver comme été et ne pouvaient avoir aucun commerce avec les hommes. Hélène, écroulée de rire, a mimé les guillemets pour souligner le terme incongru. Eh bien, bravo, tu as déjà bien avancé. Oui, et j'ai trouvé aussi quelques photos pour illustrer mon travail. Je vais te montrer. Elle va chercher son ordinateur portable. Oh, c'est comique, regarde, s'écrie Marion en montrant à sa fille les balustres de la main courante de l'escalier des Richeclerc. On dirait exactement les colonnettes de notre escalier. Oui, tu as raison. Seul le poteau est différent, fait observer Hélène, désignant les poteaux de départ richement ornés et sculptés sur la photo. Effectivement, c'est beaucoup plus sobre chez nous. Elles terminent leur repas en silence. Soudain, rattrapée par l'angoisse, Hélène souffle. « C'est un sujet trop difficile pour te monter au feu, râle-t-elle, à l'idée de reprendre ses recherches. Arrête de stresser, ça va aller. Si tu ne trouves pas assez d'infos sur le pauvre Claire, tu peux élargir au béguinage. Bah je sais, c'est ce qu'on avait dit. Tu peux aussi broder sur la vie à l'époque. Allez, viens, mets ta veste, j'ai une idée, dit Marion en débarrassant rapidement la table. Je vais te montrer un endroit. Parfois, de s'arrêter dans un lieu, de regarder, d'observer, ça peut te donner des idées. L'inspiration naît souvent de la contemplation. Non, j'ai pas envie. Arrête de te plaindre alors, réplique Marion, perdant patience. Soit tu restes à gémir sur ta feuille blanche, soit tu sors, tu vas prendre l'air, et tu apprends des choses que tu ne savais pas, ajoute-t-elle, retrouvant le sourire. Hélène se lève, visiblement peu enthousiaste. Prends un masque, ajoute Marion lorsqu'elle voit qu'elle a convaincu sa fille. Mère et fille parcourent en silence un bout de la rue de Laeken pour rejoindre la rue du Grand Hospice. L'une se remémorant en pensée ce qu'elle a lu au sujet du coin qu'elle s'apprête à révéler à son ado, l'autre boudant parce qu'elle aurait préféré de loin retourner à ses games plutôt que d'accompagner sa mère dans sa balade historique. Sous le règne des archiducs Albert et Isabelle, commence Marion, tandis qu'Hélène lève les yeux au ciel et souffle déjà d'ennui, le commerce de Bruxelles s'est mis à prospérer et la ville a embelli cette partie la plus reculée des quais. Elles sont arrivées à la fontaine à Anspach, au bout des bassins communément appelés Vismet ou marché aux poissons, près de Sainte-Catherine, et Marion désigne la zone sur leur droite. À cet endroit, continue-t-elle, se trouvait l'étang des Béguines, où l'on avait relégué les pestiférés au XVIe siècle. Tu imagines qu'on fasse de même avec tous ceux que l'on soupçonne d'avoir attrapé le Covid-19 ? On leur laissait le choix. Soit de quitter la ville, soit de venir ici. Et s'ils refusaient, ils étaient bannis pendant 10 ans. 30 ans plus tard, un chantier s'établit sur la petite plaine adjacente pour attirer à Bruxelles une industrie déjà très active en Flandre, à Malines notamment. D'autant plus que les menuisiers bruxellois sont réputés pour être particulièrement habiles. Quelques années plus tard, l'administration du canal achète l'étang à l'infirmerie du Béguinage, qui devient 30 ans plus tard, au XVIIe siècle, le dépôt des immondices, qu'on appelle du coup le Mestbach, ou trou au fumier. Le fermier des boues, il y avait des bateaux où s'accumulaient les immondices. Dans la plaine qui s'étendait là, entre le vieux marché aux cochons et l'étang des Béguines, devenu ensuite le marché aux porcs, on construit la maison des barques et l'embarcadère. L'adolescente, maussade, suit du regard les gestes de sa mère qui poursuit, pas le moins du monde affecté par l'agacement de sa fille. C'est là que les gens venaient acheter leurs tickets pour voyager en bateau jusqu'à Malines ou Anvers.
Elle était construite juste à côté de ce bâtiment, explique Marion, pointant à l'angle de la rue du marché au port et du quai aux briques, le superbe bâtiment typiquement bruxellois de briques et de pierre, aux pignons à redans, rénové récemment. C'était une auberge-brasserie, le Cheval Marin. Toutes à ces explications qu'elle trouve passionnantes, Marion ne remarque pas qu'elle parle dans le vide. Hélène a décroché depuis longtemps. Elle poursuit. Un peu plus loin, tu avais le pont de la Maison des Barques, qui conduit de cette plaine à un terrain vague dit de Blauwe, où une chapelle a été élevée pour que les voyageurs puissent entendre la messe. Le Blauwe, où se tenait le marché au port, doit ce nom aux pierres bleues qu'on y déchargeait. Au début du XVIIIe, comme cet emplacement adossé au béguinage était abandonné, il a été cédé à un particulier qui y a construit plusieurs maisons. Ensuite, très vite, la navigation du canal se développe, ces bassins deviennent insuffisants, alors on décide d'en creuser deux nouveaux, l'un à droite, dans la pâture dite le Guillaume, ou la prairie des Béguines, qui s'étend du béguinage au rempart, l'autre à gauche, dans l'étang des Béguines, au-delà de la Molenbeek. La ville achète la pâture à l'infirmerie du béguinage et passe en accord avec un maçon pour la construction des nouveaux bassins. S'apercevant qu'Hélène pianote sur son smartphone, Marion hausse les épaules. « Viens, lui dit-elle, j'ai gardé le croustillant pour la fin. » Elle revient sur ses pas et emmène Hélène au pied de l'obélisque en spac. « Tu vois ces poteaux ?» dit-elle à sa fille, pointant les 5 blocs de pierre. « Tu sais ce que c'est ?»« Ben non. » Ce sont des bites d'amarrage. C'est ici que les bateliers attachaient leurs amarres. Cool. Et si tu regardes bien, il y en a une qui porte bien son nom. Oh! S'exclame l'ado, qui a découvert l'arrêt supérieur et les 2 sillons de part et d'autre du frein du gland sculpté dans la pierre. Qui a fait ça? Un artiste amateur de street art. Tu sais qui c'est? J'ai ma petite idée, mais sans certitude, je ne vais rien dire, bien sûr. Elles reprennent la direction de la maison en riant de s'imaginer l'artiste s'éclipsant la bite de béton à l'épaule pour aller la meuler clandestinement dans son atelier. Arrivée à la petite plaine devant l'hospice Pacheco, Marion jette un œil vers une maison de la rue du Marronnier où habite un couple d'amis. « Tiens, au fait, tu sais ce que Georges a trouvé dans sa cave ?» demande-t-elle à sa fille. « Quoi, il a encore trouvé quelque chose ?» s'étonne Hélène. Elle sait que leurs amis ont découvert un puits et un ancien réservoir d'eau lors de travaux d'excavation. Oui, un autre puits, qui ne s'est pas effondré cette fois-ci. Il est intact. Lorsque Clotilde entend ces paroles, son sang ne fait qu'un tour. Elle retient sa respiration tandis que son cœur s'emballe sous l'effet de l'excitation. Et si le coq était toujours dans le puits?